Bon, allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Success Show. J'accueille aujourd'hui un invité très spécial puisque c'est 6 invités en un, puisqu'il a beaucoup de casquettes. Et donc j'accueille à la Maison du Succès monsieur David Marouani, plus connu sous le nom de David Sonsac sur YouTube, qui est donc coach, conférencier, improvisateur, professeur d'impro, youtubeur, humoriste, slammer à 16 heures perdues. Ouais, ça m'arrive. Éleveur de poulet. Éleveur de poulet, qui est donc beaucoup de choses. Et donc l'idée c'est, donc tu fais bonjour. Bonjour. Et donc l'idée c'est qu'on puisse un peu partager ton parcours, puisque tu es quand même une personne qui, on peut dire, qui monte dans le milieu du dev perso, qui a déjà fait son petit nom dans le milieu de l'improvisation, de l'humour, etc. Ça, ouais, dire que je monte, je sais pas, en tout cas, voilà, moi je suis dans ma direction, j'y vais, je prends plaisir surtout. Voilà, et tu arrives avec un concept original, puisque tu mixes plusieurs choses, en tout cas dans le développement personnel, dans le coaching, etc. Et donc voilà, toi comment tu te présenterais, David, pour commencer? Je dirais bonjour. Salut, ça va. En fait, moi, je déteste me présenter, j'ai du mal avec ça. Mais en deux mots, c'est vrai que là, je suis sur YouTube et moi, j'ai créé une école, donc un pro coaching. Donc, mon idée, c'est de mêler toujours des concepts. J'aime bien. Donc, par rapport à l'improvisation, j'ai fait longtemps de l'improvisation théâtrale. Et quand j'ai découvert le coaching, j'ai trouvé que c'était très lié, en fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je mets l'improvisation au service du développement personnel, d'où l'école Impro Coaching, où j'aide en fait les personnes à retrouver confiance en eux, à mieux s'exprimer, à lâcher prise, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans le développement personnel. Mais moi, je l'amène par le jeu, par l'improvisation, et c'est cool parce que moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup, et du coup, ça permet d'appréhender et d'avoir des résultats très rapides en fait, parce que on a une âme d'enfant et dès qu'on se lâche et qu'on oublie en fait tout le sérieux, on peut progresser très rapidement parce qu'on est dans le lâcher prise. D'accord. Voilà, pareil pour YouTube. Du coup, je voulais rendre accessible le développement personnel pour tout le monde. Donc, rajouter de l'humour, d'où la chaîne David Sonsac, qui est du développement personnel en humour. J'essaie de donner des conseils comme je peux en tout cas, et ils mettent toujours la petite dose d'humour qu'il faut pour qu'on retienne, qu'on regarde la vidéo sans... Ok, de toute façon on va creuser ça un peu plus tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir sur peut-être ton parcours, ce qui t'a amené, donc j'ai compris que tu as commencé d'abord l'improvisation avant le développement personnel. D'abord de longues études, je suis passé par la crèche Babylou. D'accord. Voilà, là c'était, on mettait des ronds dans des ronds, des triangles dans des triangles, des carrés dans des carrés. Donc la crèche Babylou, c'est… 3 à 4 ans. Crèche d'entreprise? Non, c'est une crèche, j'avais 3 ans, donc 4 ans. Ah d'accord, ok. Et waouh, là j'ai bossé. D'accord. Sinon, toujours, moi en fait, c'est vrai que bon, je suis passé par la Sorbonne, j'ai fait école de commerce, mais je dirais que c'est pas vraiment ça qui m'a appris ce que j'ai appris aujourd'hui. D'accord. Pourquoi? Parce que je trouve on essayait de me mettre dans une case. Essayer de me dire faut faire comme ça, faut faire comme ci. Et moi j'étais très indépendant, j'avais du mal. Depuis tout petit? Ouais, depuis jeune déjà j'avais du mal avec tout ça. J'ai découvert un peu plus tard avec l'énéagramme, l'étude des différents profils, que mon profil, oui, on avait du mal, que c'était logique. Moi j'ai beaucoup culpabilisé de qui j'étais, parce que justement j'avais du mal avec l'autorité, il fallait qu'on me laisse mon indépendance. Je disais que j'étais un électron libre et je me sentais un peu différent des autres en fait à l'école, qui était très… voilà, tu vois, tout bien cadré. Et en fait, non, je fais partie d'un profil, enfin le profil 7 qui s'appelle l'épicurien, même si c'est pas vraiment ce qu'on est, mais du coup, ouais, c'était normal. Ouais, profil 7 de l'énéagramme. Mais voilà, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, moi, j'aime pas trop les contraintes, en vrai. Et le fait d'avoir su qu'il y avait d'autres personnes comme moi, en fait, énormément, ça m'a permis de déculpabiliser et du coup de moins dire faut absolument que je trouve un travail, que je fasse ci. Donc bon, très jeune, j'ai voulu lancer des entreprises que j'ai ratées. Ça a été des successions d'échecs. J'avais fait une agence de communication qui s'appelle Votre Impression. J'ai commencé, je me suis levé peut-être…
Ça, c'était pendant mes études. En fait, j'ai arrêté pendant un an. D'accord. Voilà, ouais. J'ai fait donc en deuxième année de fac. D'accord. Puis, au lieu de passer en troisième année, en fait, sur un coup de tête, je me suis levé en plein cours. J'ai dit j'arrête. C'était pas une césure, c'était. Ouais, j'ai arrêté moi-même. J'ai repris après, hein, mais j'ai arrêté. Du coup, je me suis lancé. Alors, j'allais voir les commerçants pour proposer des flyers et des cartes de visite. Voilà, je pouvais leur faire leur logo, etc. Sauf que je me levais une fois sur 4. Résultat, je dormais jusqu'à midi. Voilà, pas de sérieux, quoi. Ok, alors, en fait, donc toi, dans ton parcours, tu as eu ce désir d'entrepreneuriat assez tôt. Bon, même si c'était plus par refus du système scolaire ou c'était plus par. Non, en fait, c'est pas un refus, c'est que en fait, ça me correspondait pas à ce qu'on me proposait. C'est-à-dire que j'allais de classe en classe, voilà, on m'a dit fais un bac S parce que c'est bien, je fais un bac S, on m'a dit va à la Sorbonne parce que c'est bien, je suis allé, j'avais des résultats moyens, enfin j'arrivais à m'en sortir en dernière minute, voilà. Mais je me disais mais ça me correspond pas. Quand je vois mes camarades, en fait ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils ont défini, leurs parents leur ont déjà expliqué où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire, et moi, enfin vraiment ça me saoulait en fait. Je me disais, mais où je vais là? Là, je vais en économie-gestion à la Sorbonne. Où je vais sur des métiers qui ne me correspondent pas. Quand je demandais conseils, on ne me donnait pas de conseils. On me disait, non, mais c'est ça qu'il faut faire. Tu étais bon en maths, il faut faire ça. Tu es bon en. Mais non, mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est aller sur scène. Ce que j'aime, c'est déconner, c'est être libre, c'est me lever quand je veux. Avoir mon indépendance. Pas seulement, on parle tout le temps d'indépendance financière, mais ce n'est pas que financière. C'est indépendance. Voilà, je ne veux pas être dépendant à un système, en fait. D'accord. Voilà, et d'un coup, tu te sens perdu parce que tu te dis, ok, comment je fais? Voilà, donc premier échec avec votre impression parce que je n'étais pas en fait dans mon indépendance, j'étais un peu trop, je me structure pas, en fait, voilà, je me structure pas. Donc je décide à l'heure à laquelle je me lève. J'ai décidé que c'était midi. C'est ça. Là, mais au début, tu es motivé. De toute façon, on le sait tous, hein, les premières semaines, j'étais super à l'heure, j'allais voir tous les commerçants et puis après, tu commences à préférer aller voir tes potes et etc. Donc j'étais pas prêt, donc je suis retourné, j'ai fait un an comme ça. Comment ça a été accueilli par ta famille, le fait que tu te lances En fait, mon père, il est comme moi, il a le même profil que moi, donc il me comprend, donc il dit ouais vas-y. Et voilà. Et ma mère, elle est plus, donc bon, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, en tout cas, il y a des sous-types, et dans le sous-type, tu as le sous-type survie. Ma mère, elle est plus survie, donc si tu veux, elle appréhende toujours avec la peur les choses. Et du coup, elle était non, mais comment tu vas faire, mes trucs. Voilà, elle avait peur. Après, j'ai des parents super tolérants, donc c'est top. Donc ils me laissent quand même une belle marge. Mais c'est surtout en fait les proches, plus les proches, tu vois. C'est plus les proches qui vont te refiler des peurs en fait, tout le temps. Mais tout le temps. Ouais, mais trucs, mais non, mais tu peux pas. Mais pour faire une entreprise, il faut avoir 35 ans. Mais... Donc ça t'as été soumis à ça? Ouais, j'ai été soumis à ça, mais c'est les croyances, générales des gens. Et en fait, c'est un vrai impact parce que tu as beau dire non, je m'en fous, mais en fait, bah, tu vois, une croyance, c'est une pensée que tu considères comme vraie, elle est rentrée dans ta tête parce que tu te l'as répétée et elle rentre dans ta tête parce qu'on te l'a répétée. Donc, que tu le veuilles ou non, ton entourage est important parce que si on te répète toujours des choses négatives ou des choses qui vont à l'encontre de ce que tu fais, au bout d'un moment, tu as beau être qui tu veux. Au bout d'un moment, on est une éponge, on prend et tu commences à dormir, à rêver, à penser à ça. Et puis un jour ou l'autre, tu te dis, ils ont peut-être raison, quoi. Donc, tu vois pas les résultats. Voilà. Et c'est quoi en fait pour toi, donc du coup, le facteur de ce premier échec? Est-ce que c'est ces croyances-là ou c'est aménageant entre ces croyances-là et le sens de mon projet. Je l'ai fait pour être indépendant. D'accord. C'est pas assez fort. D'accord, le pourquoi. Ah, il y avait pas de pourquoi. J'avais pas de pourquoi. J'avais les cours, ça me saoule. Je rentre pas dans ce système. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans ce système. Je vais me lancer dans un projet. Pourquoi? Est-ce que tu as vraiment envie de gagner de l'argent? Je savais même pas en vrai. J'avais juste envie d'être indépendant. Et pour moi, c'est l'erreur. Enfin, je suis content d'avoir fait cette erreur parce que je l'ai compris un peu plus tard. Mais si je peux donner un conseil, en tout cas du haut de mes petites expériences, et je dirais toujours ça parce que j'estime pas être arrivé à quoi que ce soit et je pense que de toute ta vie tu seras jamais arrivé à rien. Il faut juste continuer à avancer avec ce qu'il y a. Le conseil c'est vraiment trouver le pourquoi, le sens du projet si vous voulez tenir dans la durée. Si c'est juste sous l'émotion ou sous un ras-le-bol, il y en a plein qui disent ils quittent leur boulot et au bout de 3 j'ai un pote qui a fait ça il n'y a pas longtemps, au bout de 3 mois il est retourné et ça y est, il est rentré dans
dans son piège du salariat. Je dis ça comme ça. D'accord. Du coup, après ce premier échec, toi, tu as décidé de rebondir en reprenant tes études. Ouais, du coup, je me suis dit, bon, je suis pas prêt. Tu sais quoi, je vais aller au bout. Je vais le faire pour mes parents surtout. C'était quoi au bout pour tes parents? J'étais bac+5. Il fallait que je fasse un bac+5. Je leur avais promis en quelque sorte. Tu vois, le fait que voilà, ils ont toujours été là pour moi, etc. Donc j'ai dit, bon, je dois ça, je vais faire. Par contre, on verra bien où ça me mènera, mais j'étais persuadé que je serais pas longtemps après salarié, quoi. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'amuser, je vais profiter. Voilà, du coup, j'avais passé des concours. Donc après, j'ai fait ma licence et pendant mon année de licence, j'ai passé des concours pour partir en école de commerce, etc. J'ai fait de l'alternance et j'ai fait une année de césure encore après. D'accord. Voilà, il fallait absolument. Et là, je me suis associé avec un gars pour lancer les premières voitures électriques en France. C'était la Bigo, je crois que ça s'appelait. Pendant la Pyro, ouais. Pendant l'année de césure, je suis parti à Londres. Comme ça, sur un coup de tête. Ouais. Alors ça c'est intéressant ce passage parce que j'ai appris d'un ami qui s'appelle Saïd, vraiment. Je pense qu'il m'a, tu vois, enfin, comme quoi n'importe qui que tu rencontres, n'importe quelle personne, elle peut t'apporter quelque chose. Tu vois, je parle, hier, samedi, je donnais une conférence et je parle énormément de ça. Le principe de l'humilité dans le sens où quand tu es humble, en fait, tu t'autorises à apprendre des autres. Ouais. Tu vois, si tu es dans l'ego, tu refuses en fait. Et moi, je m'autorise à apprendre de n'importe qui. T'es tout le temps autorisé ça? Ouais, je me suis dit, ça fait longtemps que je m'autorise en fait. J'ai toujours eu cette chance. Après, voilà, c'est petit né, j'ai de la chance d'être comme ça. Mais du coup, je considère tout le monde comme une source d'apprentissage et je me considère pas meilleur que quelqu'un d'autre. Et il y a 2 semaines, lors d'un de mes cours d'impro, moi j'aime bien faire des surprises. Enfin, mes cours d'impro, on sait jamais ce qui va se passer en fait. Donc là, j'avais ramené une enfant. Elle avait 7 ans et c'était une belle leçon d'impro pour tout le monde. Parce qu'elle était très douée, à 7 ans, t'as aucune barrière. J'ai trouvé dans la rue en bas de chez moi, il y avait un carton. Il y a sa mère qui est venue, elle m'a dit, je suis avec ma fille, j'ai dit, justement, ça va être top. Et donc j'ai dit, elle va, au lieu d'assister, elle va être élève. Ah, super. Voilà, et du coup, c'était une belle leçon pour tout le monde parce qu'elle avait toutes les règles de l'impro. Elle l'écoute, l'acceptation de l'autre, l'imaginaire, chose qu'on oublie en fait quand on grandit, quoi. Toi, avant de faire ça, tu savais que ça allait être une leçon? Oui, ça je savais. Les enfants, je sais qu'ils n'ont aucun blocage sur ça. D'accord. Ils n'ont pas été encore matricés par toutes les croyances de tout le monde, etc. Voilà, donc moi j'arrive à Londres et je rencontre un gars. Moi je voulais faire de la plonge à Londres parce que j'avais un niveau d'anglais. What the fuck. Zéro. D'ailleurs, j'étais allé là-bas pour ça parce que je me suis dit, si je veux voyager, si je veux faire des choses, tu as un peu zéro tout le temps en anglais, tu vois, il y a un truc qui va pas. Et je rencontre ce gars-là et je lui dis, moi j'ai envie de travailler et tout, est-ce que tu as des plans? Lui, ça faisait plus longtemps qu'il était là, moi j'ai envie de faire, je fais de la plonge, serveur, tu vois. Et je me rappellerai toujours, il me regarde comme ça, je te jure, il me dit, mais tu vaux mieux que ça. Je dis quoi? Il me dit, mais attends, pourquoi tu ferais pas, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas de la vente? Je dis, mais mon niveau, il est nul. Mais tu vas apprendre. Passe des entretiens et avec 2-3 entretiens, tu vas apprendre. Tu vois, et ça, c'était comme un signe pour moi. C'est-à-dire que il y a l'humilité, mais pourquoi je viserais bas, en fait? Autant tenter, en fait. C'est-à-dire que là, je me fermais à plein d'expériences, en fait, en me disant, mais je vais apprendre, en fait. Est-ce que je vais vraiment apprendre en faisant la plonge dans les petits bars, etc. Et donc, je postule et quand tu es dans la bonne énergie, tout s'ouvre. Je tombe sur une manager qui était française, donc je parlais en français avec elle, je lui explique et après, très, très franc. Je lui dis, mon niveau d'anglais, il n'est pas top. On fait un petit test et elle a vu que je mettais l'énergie, j'avais le sourire, j'avais envie. Voilà, donc du coup, grâce à ça, elle m'a dit, écoute, je te prends, vas-y. Et il s'avère que j'étais le meilleur vendeur avec le moins bon niveau d'anglais parce que en fait j'avais tellement envie de bien faire que j'y allais à fond. Hello, voilà, I'm French, yeah, voilà. D'où l'intention, je parle tout le temps d'intention, mais j'avais une bonne intention envers les gens parce que moi l'expérience je la prenais comme
tu sais, un moment d'apprentissage et pas juste pour payer mon loyer. Je m'en foutais, on gagnait une misère de toute façon. Donc, je suis pas allé là-bas pour l'Eldorado pour me faire de l'argent. Tu vois, c'était pas pour ça, c'était pour apprendre. Du coup, je restais super longtemps avec les clients. Je souriais à tout le monde, je courais dans tous les. Ça s'appelle Selfridges. C'est un peu comme le Galerie Lafayette. Je courais dans tous les, tu vois, dans tous les espaces partout pour aller chercher des personnes. Hello, you want to test something, etc. Donc voilà, c'est très bien passé pour moi. Franchement, c'est incroyable parce que moi, ça montre, c'est une démonstration qu'on s'attache tous aux mots, en fait, qu'on ait le vocabulaire, etc. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de communication qui passe par 93%. Voilà, qui passe par ailleurs. 93%. Là, le non-verbal, c'est 93%. Et dans le non-verbal, en plus, tu mets la tonalité, etc. Après, tu n'as que 7% qui sont les mots en eux-mêmes. Donc, là, pour le coup, c'est une grosse sortie de confort parce que c'est la base de la communication. Et on pourrait se dire que si on ne parle pas la langue, ça va être compliqué en plus de vendre. Nous, en impro, moi, je fais toujours des exercices avec le gros mollo. Donc, le gros mollo, c'est une langue qu'on invente instantanément. La moulou, boulou, va, tala. Et on peut faire passer des émotions comme ça rapidement, et on peut faire passer des messages, on peut vendre, enfin, on s'amuse à faire plein de choses. Et voilà. Et donc, suite à ça, donc, mon expérience à Londres, à un moment, les managers, ils ont voulu un peu mettre la main sur moi. D'accord. Et là, j'ai dit au revoir direct. J'y arrive pas. En fait. C'est-à-dire que, moi, je crois qu'on doit être à l'écoute de soi et de ses émotions. C'est important. De toute façon, l'émotion est porteur d'un message. Si elle vient, c'est qu'il y a quelque chose. C'est l'inconscient qui nous l'envoie. T'es sensible. En fait, j'avais pas le choix. C'était trop fort. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais les nerfs qui montaient. Je me sentais pas bien après. Ça m'énervait, etc. Donc, je disais. Il y a un truc qui va pas, je veux travailler avec la boule au ventre. Depuis qu'ils m'ont dit ça, et qu'ils ont voulu me faire ça, il y a un sentiment d'injustice en moi qui est permanent, donc j'ai plus envie de travailler, donc mes résultats ils baissent parce que j'ai plus envie de parler trop, je suis plus dans l'enthousiasme du début. Donc j'ai dit ok, ça me correspond pas, ciao, bye bye. J'avais le directeur qui m'avait rappelé, revenez, nanana, on vous paye plus ce truc, nanana, mais ma motivation n'était pas l'argent. Ça marche pas. Et ça, tu vois, c'est important parce que je pense que personne n'y prend. En fait, la première chose qu'on va te dire, c'est la source d'argent, quoi. Il faut prendre le temps de comprendre les autres parce que certains ne sont pas motivés par l'argent. Et moi, c'était pas ça. Moi, c'était être libre tu vois, de pouvoir travailler comme je le veux, etc. Donc, si le manager m'avait compris qu'il voulait vraiment me garder, il m'aurait proposé des trucs dans ce sens et pas juste on te donne 10% de plus, c'est pas ça qui me motive. Ça, en France, on a du mal encore avec ça parce que on t'apprend le management à l'école d'une certaine manière, alors que on a plein de profils différents. Tu vas pas manager un profil 7 comme moi, qu'un profil 1 qui aime tout ce qui est structuré. On peut pas, tu vois. Est-ce que tu peux juste faire parce que tu parles beaucoup des profils Enneagram, pour les gens qui connaissent pas ce que c'est, faire une petite définition. Introduction. L'Enneagram, c'est un outil pour étudier les personnalités, mais ce qui est bien, c'est que c'est mon pote Yannick Alain qui dit ça, il dit c'est un outil, c'est autonome dans le sens où t'as pas besoin de faire des tests. En fait, en parlant et en posant les bonnes questions, tu peux typer quelqu'un. D'accord. Donc, si tu veux, en discutant avec quelqu'un, tu peux rapidement savoir, en partant de son centre, si c'est un centre mental, un centre émotionnel ou un centre instinctif, déjà, tu peux savoir à peu près où il se situe, etc. C'est pas en 2 secondes que tu vas typer quelqu'un, mais c'est intéressant parce que, en fait, Enneagram, donc c'est 9 points. Et après, tu as des ailes, tu as les sous-types, donc c'est pas arrêté. On parle d'une énergie de 1, on ne dit pas une étiquette sur 1, mais tu as une énergie de 1, tu as une énergie de 2, tu as une énergie de 3. Et après, il faut bien comprendre que dans ta progression, dans ton développement, après tu prends tout ce qui est bon de tous les profils. Il n'y a pas un profil meilleur que l'autre. Tu as juste un sens d'intégration, de désintégration, tu as des points qui sont tes points forts et tu as ton challenge en fait. Ce que tu vas devoir, comment on peut dire ça, si tu veux, moi par exemple, je vais parler pour moi, c'est comme ça que j'en parle le mieux parce que je le vis. Moi, mon gros challenge de vie, c'est de me structurer, d'aller vers le 1. Parce qu'un 7, un profil 7, il a beaucoup d'idées,
Il lance beaucoup de projets, t'en as parlé tout de suite. Je pense que ceux qui connaissent l'énéagramme, juste avec ton introduction, ils ont compris mon profil. Moi, mon challenge, c'est d'aller au bout des projets. C'est ce que je fais maintenant, heureusement, parce que j'ai travaillé et que maintenant je lance mes projets, j'y vais jusqu'au bout et ça marche bien. Mais pendant longtemps, j'ai galéré à cause de ça, parce que je me lançais dans la musique, parce que je me lançais dans l'entrepreneuriat, parce que je me lançais dans tout et j'allais pas au bout. Puis après, je recommence un nouveau cycle, parce que j'ai toujours besoin de nouvelles choses et je déteste l'ennui. Mais après, c'est des choses qui t'ont servi au final. Enfin, bien sûr, bien sûr. Mais là, tu vois que tu les intègres dans tes vidéos YouTube, tu fais de la musique. Mais parce que j'en prends conscience, c'est important, et d'où l'importance de faire des erreurs, mais de prendre conscience. Parce que tout le monde maintenant, tous les coachs vont parler d'erreurs, que c'est bien l'erreur et tout. Je suis d'accord, moi je le fais expérimenter à mes élèves. Donc en impro, il faut faire des erreurs. Il n'y a pas un exercice où tu vas le faire bien parce que c'est de la performance, on est là pour se tromper, on est là pour se tromper sur scène. Par contre, il faut mettre de l'intelligence là-dedans. Et je pense que, en tout cas, j'entends certains parler de ça et puis finalement, ils disent oui, il faut faire des erreurs, mais qu'est-ce que tu fais après l'erreur? C'est important, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier d'analyser sans juger, mais dire ouais, j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait cette erreur? Ok, très bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus la faire ou pour faire mieux? Et donc, moi, je me suis posé la question, et puis en découvrant l'énéagramme d'un côté, en découvrant de l'autre, etc., je commençais à comprendre pourquoi je bloquais dans ma vie, pourquoi je lançais des projets. Donc, on en était allé au passage après Londres. Pareil, j'ai lancé un projet pour distribuer les premières voitures électriques, un petit pot de yaourt comme ça qui s'appelle la Biro. Ça colle pas, pareil, ça marche pas, c'est déstructuré en termes d'offres. Je me lance partout, à la fois je démarche les particuliers, les entreprises, les assos, du coup je me retrouve pas, mon discours il est pas travaillé, je ne sais pas où aller, enfin voilà, ça devient du n'importe quoi. On n'avait pas prévu et puis ça a été tout de suite là, ça a duré 5 mois. Ouais, une forme d'association, on se lançait. Bon, après si je rentre dans les détails c'est non, mais on va considérer que c'était de l'association, c'est plus simple. Voilà. Et donc, ça se passe mal encore. Et là, tu commences à te dire, ok. Toujours dans ta césure, ça. Toujours dans ta césure. Ouais, toujours dans la césure. J'ai fait 5 mois, 4 mois à Londres, et j'ai fait, 4-5 mois avec le gars là, pour les voitures électriques. Et puis là, c'est ma première rencontre, on va dire, avec le développement perso. Enfin, j'en avais une par rapport au côté spirituel, qui regarde que moi, spirituel, par rapport au soufisme. Mais ensuite, je rencontre un gars à l'époque qui s'appelle Marc Cuchard, que j'aime beaucoup. Je le cite parce que je l'aime beaucoup, en fait. C'est devenu un ami. Et je me retrouve par hasard à travailler avec lui, parce qu'il fallait absolument que je valide mon stage de césure. Du coup, d'appel en appel, je me dis ouais, faut que je trouve n'importe quoi. J'étais même pas payé pour faire, tu vois. C'est moi qui payais je te jure. Je payais les 417 € pour pouvoir avoir le truc de stage. D'accord. Parce que la personne qui m'accueillait, elle pouvait pas les payer parce que c'était une petite entreprise. Mais elle m'a dit écoute, moi si tu veux, je te valide ton stage et tout. Par contre, pour le contrat, donc c'est moi qui payais 417 € pour dire que j'avais envie vraiment quand même de bien faire les choses. Et donc, vu que le projet, le gars n'avait pas vraiment de projet pour moi en fait, il me dit écoute, j'ai mon ami, mon partenaire, c'est son partenaire qui travaille dans tel domaine, viens le rejoindre, aide-le. Et puis je me retrouve avec un gars qui fait du développement personnel. Alors, Marc Cuchard, sa particularité, c'est qu'il prend des gros livres comme les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Comme les 4 accords Toltec, ouais, exactement. Récemment, je crois qu'il a fait Plus malin que le diable. Enfin, tous ces livres-là, il en fait des jeux. Des jeux de société, plutôt jeux de société avec des cartes, etc. Ouais, c'est génial. Mais moi, il commence à me parler de développement personnel, de loi de l'attraction. C'est quoi ce fou? C'est quoi tout? Il me ramène au salon Zen, je commence à vendre ses livres, des jeux livres et tout. Et finalement, je commence à apprendre ce que c'est la PNL, je commence à apprendre une petite initiation à dev perso qui a été, je mettrai pas sur une personne, je dirais pas une personne m'a fait évoluer, etc. Mais par contre, c'est un ensemble de choses. Des événements qui a fait que. Et puis très vite avec le développement personnel, moi j'ai pu faire le lien avec ce que je vivais dans le soufisme.
en fait, les lois qu'on pouvait me donner sur le développement perso, en fait, moi, je les expérimentais à travers la spiritualité, je les expérimentais, donc je les comprenais très vite. Donc, du coup, j'ai pu conscientiser ce que je vivais, peut-être plus inconsciemment ou d'une autre manière avec la spiritualité. Et j'ai dit, waouh, là, il y a une force, quoi. Donc, j'ai commencé à me dire, ok, on va aller plus loin. Donc, j'ai fini mon cursus d'école de commerce pour le finir. D'accord, mais là tu savais que, bon, je pense que dès le départ tu savais que ça allait pas t'apporter ce que tu voulais. Mais tu vois, tu as encore des peurs. Ouais. C'est-à-dire que mine de rien, j'avais pas surmonté mes peurs parce que mine de rien, alors pour finir mon année de master 2 en école de commerce, je l'ai fait en alternance. D'accord, donc alternance. La chance que j'avais, c'est que je suis parti au Maroc. En fait, il y avait Erasmus Maroc. D'accord. Voilà, et du coup, c'était un peu, en fait, comme je m'étais pas pris à temps pour faire les examens pour pouvoir aller aux États-Unis, proposer des trucs de fou, hein, c'est des trucs. Et en gros, pour eux, c'était Maroc. C'est en gros, si tu as raté les examens, Maroc, tu peux y aller. Et moi, c'était l'inverse. J'adore le Maroc. Tu vois, je comprends pas. Au contraire, c'est un super pays, le Maroc, tu vois. T'es d'origine marocaine? Non, pas du tout. En plus, tu vois, j'ai dit waouh, super pays. J'ai raté. Génial. Tu vois, génial. Donc du coup, je me suis retrouvé avec que des gars comme moi. On a pris une coloc et on était tous en alternance. Que des gars qui avaient échoué les examens. Ouais, c'est ça, ou qui n'étaient pas pris à temps, mais finalement c'était un super cadeau qu'on nous offrait. C'était génial. Attends, on était au Maroc, on était payé pour être au Maroc, puisqu'en alternance, c'était 4 mois, 8 mois. Donc tu avais 4 mois au Maroc, 4 mois et demi au Maroc, payé un salaire, c'était 1002. Mon alternance, c'était 1200. T'imagines, t'as 1200 € au Maroc. On était 3 à avoir 1200 €, c'est-à-dire on avait une coloc, une maison magnifique, etc. Tu dis ok, tu vois, merci, c'est le destin, quoi. Je vous laisse aller aux États-Unis, payer je sais pas combien votre chambre, etc. Et donc c'était top, j'ai fait une belle expérience. Et puis le retour du Maroc, moi il s'est passé plein de choses, au niveau aussi de la spiritualité. J'ai découvert des gens magnifiques. Mais en tout cas, pour rester sur le sujet, je suis rentré en France. Là, il fallait bien que je travaille, que je finisse mon contrat. Et donc, je tombe j'étais déjà en contrat avec la boîte, mais je les avais pas vus encore parce que je partais d'abord 4 mois et ensuite je travaillais 8 mois pour eux. Et là, c'est quelqu'un de top. Je tombe sur la meilleure patronne que tu peux avoir. Mais vraiment à l'écoute, qui prend le temps de comprendre, qui essaye d'aller dans ta direction. Tu vois, quelqu'un de génial, elle s'appelle Martha Picard. Sa société, c'est Arena, mais c'est pas Arena les maillots de bain, c'est un cabinet de conseil qui s'appelle Arena. Et elle a même maintenant Eolis, société Eolis. Et là, elle a créé un peu le nouveau OVS qui s'appelle Znam, Z-N-A-A-M. .com, qui est une bourse d'échange entre des personnes qui veulent faire de la formation et d'autres qui veulent en recevoir. Pour des professeurs et tout, et c'est super cool en plus parce que c'est juste une mise en échange, donc finalement c'est gratuit, enfin tout formateur peut y aller et proposer ses services et il sera en direct avec le client. D'accord. Donc c'est pas mal. Et voilà, quelqu'un de top. Je tombe sur quelqu'un de top qui me comprend, qui va dans mon sens, qui me donne des libertés que je n'aurais jamais pu avoir. Je faisais mon emploi du temps comme je voulais, j'étais commercial, je faisais ce que je voulais, etc. Mais ça marchait pas quand même. Il n'y avait pas le sens pour moi, donc ça me saoulait de vendre, j'avais pas envie de vendre en fait. On m'avait toujours mis l'étiquette vendeur parce que j'avais peut-être que le fait que je fasse de la scène, le fait que je me bouge, que j'entreprenne, etc. On me disait ouais, t'as la tchatch, etc. Alors que j'avais encore plus peur que les autres quand je parlais. Ma timidité, elle s'exprimait. Enfin, j'y allais, mais c'était très dur. Chaque fois que je parlais ou chaque fois que je devais convaincre quelqu'un pour vendre ou appeler, je le faisais, mais j'avais mal au ventre. Donc c'était un syndrome dur, ça, vraiment. Certains pensent que la timidité, c'est juste rester comme ça. Moi, en tout cas, les peurs que j'avais, elles me bloquaient pas. Par contre, elles me mettaient dans des états durs. Transpiration, j'étais rouge, j'avais du mal à trouver mes mots. C'est intéressant parce que je pense que ce que tu es en train de révéler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient des personnes qui passent à l'action
mais qui savent pas ce que ces personnes ressentent. Ah, voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et on a vite l'impression de mettre des étiquettes. Ah, celui-là a trop confiance en lui, celui-là c'est un gros tchatcheur. En fait, on est carrément hors de On est tous humains. Ouais, ça se trouve là, on est en transpiration, on a peur du non, on a. Et généralement, on se fait beaucoup de films alors que partageons ce qui se passe à l'intérieur. Peur numéro 1 des Français, je le dis toujours quand j'interviens quelque part. Peur numéro 1, prise de parole en public, devant la mort. Ça veut tout dire. C'est vraiment, on y est confronté, on a peur. Aujourd'hui, on parle de mort sociale. Donc, c'est ça, c'est que si tu parles devant du monde ou devant une personne et que tu dis n'importe quoi, ben, tu vas penser que tu vas mourir socialement parce que la personne va se détacher de toi, les gens ne vont pas t'aimer, etc. L'importance, moi je me disais, voilà, je vis un truc, la personne est gentille, tout va bien, mais à l'intérieur ça va pas, donc l'important c'est encore de s'écouter. C'est bien. Donc je pars au bout d'un an, enfin je finis mon alternance, on me propose un super contrat. Et alors la boîte est super, la patronne est super exceptionnelle, mais c'est-à-dire que si il y a quelque chose d'autre qui t'attend, et si tu le ressens pas à l'intérieur, ça sert à rien. Je voulais pas prendre tu vois, à ce moment-là dans ma vie, je me suis dit, mais attends, en fait, je veux pas prendre de décision par rapport à mes peurs. Prendre une décision par rapport à ouais mais j'ai un crédit, ouais mais j'ai le truc, ouais mais faut que je paye le loyer, ouais mais ok, mais si tu prends que tes décisions par rapport à la peur, tu vas rester dans ce blocage. Moi j'ai pris le risque de prendre les décisions du cœur. Les décisions du cœur ne m'amenaient pas du tout là, elles m'amenaient vers la liberté. Donc, je suis parti. C'est super, alors j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est au final on comprend dans ton parcours que tu t'es quand même beaucoup écouté. Ouais. Est-ce que tu penses que tu t'es écouté ou est-ce que tu penses que vraiment le signal était très fort? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien là où ils sont. Ouais. Et la question c'est qu'ils vont se dire ouais mais moi mon signal il n'est pas assez fort. Ou est-ce que tu leur dirais qu'ils ne s'écoutent pas assez? Moi je dirais en tout cas que je vais répondre à la première par rapport à moi. Moi c'est pas que, enfin, tu vois quand ça arrive au début en fait tu t'écoutes pas. Je m'écoutais pas parce que j'ai mis du temps à partir. J'ai continué, j'ai essayé parce que j'essaie de rationaliser. En bon 7 de l'énéagramme, on rationalise. Le 7 il rationalise tout le temps. Et puis au bout d'un moment, c'est trop fort. C'est-à-dire que je sens que je joue un rôle, je sens que je suis pas moi-même. Donc à partir du moment où tu le sens, et même des personnes qui vont dire oui, moi je ressens pas, c'est faux. Si tu te poses 2 minutes et que tu réfléchis juste à qui tu es, tu vas savoir, c'est une question de tes valeurs. Et si tu connais pas tes valeurs, pose, cherche qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout. Moi, je travaille avec mes élèves, on fait de l'impro, mais voilà, c'est de l'impro coaching, donc on va travailler, il y a des cours entiers, on travaille sur les valeurs. Parce que je trouve que c'est essentiel, parce que tu t'as beau avoir toutes les techniques du monde en impro, si tu n'as pas travaillé avec toi, si tu n'es pas sincère sur scène, si tu n'as pas dépassé tes peurs, si tu n'es pas prêt à te challenger, tu ne seras pas un bon improvisateur. Si tu n'es pas prêt à être humble, si tu n'es pas prêt à être à l'écoute de l'autre, tu ne seras pas un bon improvisateur. Donc c'est important de travailler ces notions-là et je suis très fier de ça parce que là, ils avaient leur premier spectacle hier et ça a été un succès. Alors que certains la plupart tous ont moins d'un an d'impro et certains ont même un mois, quoi. Certains qui nous ont rejoints parce qu'ils avaient vraiment la motivation. Et c'est important, il y avait des personnes qui font de l'impro dans la salle et qui nous ont dit ils ont kiffé parce qu'il y a toutes ces valeurs humaines qu'on a vues sur scène. Ça, c'est le plus important. Et donc, je dirais pour les personnes en tout cas qui pensent que le signal n'est pas fort, si le signal il est là, qu'il soit fort ou pas fort, il est là. D'accord. Tu as le signal qui est là. Attends pas, pousse pas jusqu'au bout qu'il soit trop fort et que tu craques, tu nous fasses la crise de la quarantaine, quoi. Un signal, c'est un signal. Ton téléphone, il fait un premier signal quand il n'y a plus de batterie, quand il est à 20%, il reste 20%. Il ne va pas jusqu'au bout de ton téléphone pour exploser ton truc, quoi. Il y a un premier signal, vas-y, quoi, recharge ton téléphone. Donc je crois que si tu as un signal que tu ne te sens pas bien dans ton travail, c'est le moment de se poser, de se dire bon, qu'est-ce que je veux vraiment. Donc toi tu donnerais comme conseil, prenez le temps de vous poser, pour vous écouter. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Regarde. Enfin, tu as les signes extérieurs, tu as les signes des gens, tu as les signes intérieurs. Je veux dire,
as des signaux tout le temps, quoi. Prends 5 minutes pour toi. Si tu vas au travail, tu te lèves à 7 heures, tu prends ta petite voiture, ton petit métro, tu arrives, tu bosses comme un ouf, le soir tu rentres, tu es fatigué, tu restes avec ta femme, tu allumes la télé, etc. Et puis après tu dis j'ai pas le temps, voilà, j'ai jamais le temps. On n'a jamais le temps. Mais prends un jour off, que pour toi tu pars, que pour toi tu prends une feuille, tu dis qu'est-ce que j'aimerais, écris-toi une lettre. Moi j'aime bien écris-toi une lettre. Toi une lettre, mets-toi dans la peau de quand tu avais 7 ans, 8 ans et écris la lettre à toi, tu vois. Ton enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Est-ce que tu es arrivé là où tu voulais? Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Et qu'est-ce qui t'a empêché? Et tu verras souvent que c'est les gens ou c'est les croyances. Les croyances, c'est fort, les croyances. Ouh, ça peut te. Moi, tu sais, il y avait une croyance qui peut paraître bizarre, mais moi, quand j'étais jeune, je voulais faire du rap. Et ma croyance, ça m'a empêché de le faire. Alors que j'étais pas mauvais, hein. Franchement. D'ailleurs, tu as vu le slam et tout. Donc j'ai regardé quand même. J'écrivais beaucoup quand j'étais jeune. Et en fait, c'était la croyance de dire ouais, mais en gros, je suis pas black, je suis pas arabe, je viens pas d'une cité, je suis pas crédible. Syndrome de l'imposteur. Non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Alors que tu vois plein de gars aujourd'hui qui arrivent et qui sont français, qui sont. Ouais, voilà. Et tu vois, mais je parle pour moi, c'est-à-dire que j'ai nourri cette croyance. Et cette croyance. C'était ta vérité, en fait. Ouais, c'était ma vérité. Et je me suis empêché de faire quelque chose que j'aime. Donc n'importe qui, posez-vous. Et enfin, les croyances, faut les modifier, bon, ça prend du temps. Il y a un travail à faire. Je travaille beaucoup sur les croyances, mais en tout cas, déjà de se dire, juste la première étape, c'est juste se dire, est-ce que mes croyances, elles viennent de moi ou elles viennent de l'extérieur? Et aujourd'hui, mes croyances, qu'est-ce qu'elles m'empêchent de faire? Déjà, ça secoue. Ouais, bien sûr. Donc du coup, après, tu as refusé cette offre. Donc, je refuse l'offre. Après, je pars au Maroc pour entreprendre. Alors vraiment, cet homme d'entrepreneur. Ouais, homme d'entrepreneur. Tu vois, mais ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose en moi. Oui, clairement. Il y avait une envie. Voilà, donc j'y vais, j'essaie d'entreprendre. C'était compliqué au Maroc. Je connaissais pas bien. J'ai certaines personnes m'ont promis des choses. Je suis allé parce que moi, je fais confiance toujours. Je fais un peu trop confiance d'ailleurs. Et du coup, ça s'est pas passé comme je le voulais. Donc je fais 1 an là-bas où je m'amuse beaucoup. Je continue, donc à l'époque je faisais aussi, il y a une autre phase de ma vie, il faut comprendre que pendant tout ce que je raconte là, je faisais aussi du one man, donc voilà, j'étais sur scène, je faisais de l'impro et tout, etc. Mais là on va parler plutôt sur le professionnel. Et donc je reviens au bout d'1 an avec plein d'apprentissages, beaucoup de spiritualité aussi. Du coup j'ai continué avec le soufisme, c'était extraordinaire ce que je vivais, donc émotionnellement fort, professionnellement nul. Voilà. En gros je reviens et je me dis ok, c'est peut-être pas pour moi maintenant l'entrepreneuriat. Je me dis, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je vais pas au bout des choses, etc. Ah, pourtant, je sais, tu vois, il y a tout un truc qui se passe dans ta tête où tu te dis, et puis je me dis, je vais retenter. Peut-être que j'avais travaillé que dans des petites boîtes et que c'est pour ça que ça marchait pas, les petites sociétés. Moi, il me faut un truc vraiment super sociétal, américaine. Et donc je pars dans une boîte qui s'appelle Huxley Associates, boîte anglaise, c'est en France, genre, tu vois le loup de Wall Street. Tu te dis, mais je savais pas que j'allais tomber là-dedans, mais c'est un peu ça, c'est en gros, on vendait des humains, je dis toujours ça. Tu vends des consultants à des boîtes, quoi. En gros, t'as BNP qui a besoin d'un ingénieur CLC B+, B8 sur les disquaires D14, B800, voilà, c'est que des trucs techniques et en gros, il faut trouver la bonne personne. Voilà, donc je commence à bosser là-dedans et très vite je me sens pas bien parce que toutes les techniques qui visent en gros à prendre, enfin en gros le consultant faut le payer le moins possible pour avoir le plus de marge pour placer à l'entreprise, tu vois, et en fait j'étais dans un système qui me correspondait pas du tout et il s'avère, pour la petite anecdote très drôle, c'est que dès que j'arrive, en fait j'ai fait beaucoup de deals, donc je faisais partie je pense même le meilleur vendeur, donc les deals c'était les ventes, mais j'avais le plus petit
salaire parce que en fait, j'avais aucune marge. Parce qu'en fait, je donnais, en fait, j'essayais d'être équitable. Le consultant, en fait, s'il me disait, moi, je veux 500 euros par jour, j'avais des techniques vite fait pour lui baisser à 350, et je ne les faisais pas, en fait. Pour l'équipe, j'étais con. Pour moi, j'étais content, tu vois. Je rajoute temps. Tu vois. Du coup, les gars, moi, je disais, ok, il n'y a pas de problème, tu veux travailler pour ça, j'y allais. Donc, du coup, j'avais des petites marges. Qui dit petite marge là-bas, dit ton salaire est pourri. Donc, je me suis dit, ok, je ne vais pas gagner ma vie ici, et de toute façon, je fais un truc que j'aime pas. Il n'y a pas de sens encore. Tu vois, encore, on y revient. Qu'est-ce que je fais en fait? Je vends des gens, je vais rentrer dans un truc. Il y a des gars qui me promettent si je vends tant, je vais avoir un week-end. Ok, ouais, moi j'aime bien être sur scène, ça me suffit quoi. Tu me vends un week-end, je m'en fous. Tu vas gagner 2000, 3000, 4000, 5000. Enfin, je peux avoir des très bons salaires, mais c'était pas ce qui me motivait l'argent. Donc je chantais, tu vois, fallait arriver à 8h30. Moi j'arrivais toujours à 10h. Et on me reprenait toujours, et on me disait lead by example. Enfin, moi je disais en gros, mais attends, tu me donnes des objectifs. Enfin, je parlais comme ça au manager. Tu me donnes des objectifs. Est-ce que je l'ai fait? Oui. D'accord. Là, tu m'as demandé de vendre, je vends. Tu m'as demandé des trucs, je l'ai fait. On est d'accord? Ouais. Pourquoi j'arriverais à 8h15, 30 pour me tourner les pouces? Et pourquoi je partirais le soir? Fallait partir, c'était 18h ou 19h obligatoire. Pourquoi je resterais comme ça? Alors, je te jure, j'en voyais certains, ils restaient juste alors qu'ils n'ont rien à faire. Présence. Et il me disait lead by example. Et pour moi, lead by example, c'est pas ça. Lead by example, c'est être leader, tu vois, c'est comprendre les autres, les emmener à quelque chose de top, c'est incarner ce que tu as envie pour la société. C'est pas juste venir à 8h30 pour faire me ça. saouler pour faire ça, pour être sur Facebook avec ton tel parce qu'on ne pouvait pas être. Voilà. Et je perdais mon temps parce que moi, j'étais rapide. J'appelais rapidement. Et je prenais les rendez-vous très rapides parce que j'allais direct, parce que j'étais sincère. Bon, ça c'est d'autres choses, mais voilà, j'ai appelé moi direct pour prendre rendez-vous, pas pour faire du blabla ou pour essayer de vendre des trucs. Je voulais vraiment découvrir la personne en face de moi, la rencontrer, voir s'il pouvait y avoir des besoins, etc. Mais bon, donc, du coup, pas dedans. Du coup, tu as un management j'avais un manager bon, hein, il était sympa, mais ça me correspond pas. Tu cherches pas à comprendre ce qui me motive et tu essayes de me dire, ouais, mais tu vas gagner un peu plus, mais tu vas faire sinon. Mais moi, en fait, j'ai pas envie d'arriver à 8h30, j'ai envie d'arriver à 10h. Par contre, je te fais le même résultat. Non, on peut pas. Mais regarde la mentalité. Je suis désolé, j'ai pas critiqué, mais c'est ça cette mentalité. Moi, demain, c'est beaucoup franco-français. Ça. Ouais, tu vois, moi, si demain si j'ai des salariés, tu vois, j'ai eu des stagiaires ou j'ai des choses comme ça quand j'ai travaillé, mais je veux dire, moi, je demande tout de suite, qu'est-ce qui te motive, ok, si tu t'engages sur un résultat, moi, il n'y a pas de problème. Si tu estimes qu'on travaille 1 heure, pourquoi toujours le faire produire plus? On n'est pas des machines, tu vois. Moi, j'arrivais à travailler 2-3 heures par jour et à faire les résultats qu'on me demandait. Pourquoi je devrais rester plus dans la société? Donc, frustration. Donc, frustration, injustice, bye bye. Voilà, ça s'est fait très vite. Et tu savais pourquoi tu partais cette fois? Ah, là, je savais. Là, tu savais. J'ai compris. J'ai compris que moi, c'est. Faut pas me donner des ordres, mes trucs, il faut me faire confiance, me donner. Par contre, je suis très sérieux dans mon travail. Tu vois le truc? C'est-à-dire que si tu me dis, David, je te fais confiance, tu dois faire tel résultat, voilà ce qu'on attend de toi et tout, on t'implique dans l'équipe et tout, voilà ce qu'on attend de toi. Par contre, les moyens que tu utilises, tu fais ce que tu veux. Là, moi, je kiffe travailler comme ça. Tu vois. D'accord. Mais attends, parce que c'est assez drôle. Donc là, à ce moment-là, en fait, mon ancienne boîte me rappelle, la boîte dans laquelle j'avais travaillé, donc chez Arena. Elle me rappelle, en fait, j'avais gardé contact avec elle parce que je l'aimais beaucoup et je trouve que c'est important de garder contact avec les personnes qu'on croise dans notre vie, donc je la voyais souvent. Donc je lui racontais un peu ce que je faisais dans la société anglaise, Huxley, etc. Et elle me dit, écoute, elle me dit, j'ai une proposition à te faire, donc on se voit et tout, elle m'invite à manger et tout, et en gros, elle me dit, écoute, là on ouvre un nouveau pôle, j'aimerais bien que ça soit toi et tout, Et en fait, là, j'avais compris pas mal de choses sur moi, donc je lui explique sincèrement qui je suis, comment je suis. Je lui dis, écoute, moi je veux bien faire ça, par contre les conditions, c'est ça. C'est pas du chantage, c'est voilà les conditions pour que ça se passe bien. Voilà, et d'écouter ce que tu es, tu essaies d'être franc, de te respecter. Ouais, c'est ça. Et donc je lui ai dit, et du coup je pense que pour tout le monde c'est assumer quoi. Assumer à l'entretien, dès l'entretien. Attendez pas après, parce qu'après c'est mort. Mais si dès l'entretien vous assumez qui vous êtes et vous dites voilà, moi je suis prêt à faire ça, je suis prêt à bosser même plus que les autres. Par contre,
quand je suis dans ce cadre-là, j'évolue bien. Et c'est, voilà, il n'y a pas de. Comment ça a été accepté? Très très bien. Mais elle est géniale, tu vois, très très bien, vraiment. Par rapport à tout, elle a accepté. Du coup, très bon début. Ouais. Ça s'est super bien passé. Et puis, donc là, il s'est passé quelque chose d'assez spécial. Et c'est là où j'ai compris le sens. Donc bon, moi, je donnais déjà des cours d'impro. J'étais sur scène. Je faisais, j'avais une double vie, on va dire. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là que je te rencontre, donc à un cours d'impro. Alors je sais pas si tu étais là sur là, mais en fait, je fais un cours d'impro qui dure, c'était un dimanche, ça devait durer 3 heures. Je donne le cours, donc, c'était un petit stage d'impro que je donnais. Et là, c'est le cours, donc au lieu de durer 3 heures, il dure 5 heures ou 5h30. Je sais pas si c'était sur là que tu étais venu, mais il dure 5h30. Et pendant 5h30, en fait, ni je vais aux toilettes, ni je bois, ni je mange, ni je regarde ma montre pour savoir quelle heure il est. C'est-à-dire, je suis dans une transe. Ouais. Alors, quand tu montes sur scène en impro, tu es en transe. Et c'est trop agréable et en fait, tu en deviens accro. J'ai dit ça parce que hier, j'ai expliqué ça énormément à mes élèves. Et hier, ils l'ont vécu et ils m'ont dit ouais, mais cette transe-là, ce que je ressens, c'est ouf. Et donc là, on ne savait pas si on allait faire beaucoup de spectacles. Et du coup, là, voilà, comme je t'ai dit, juillet, août, ça va être que des spectacles tous les dimanches. D'ailleurs, je te dirai, là, on est en train de préparer ça parce qu'ils sont accros en fait. D'accord. Ils ont pris la piqûre que j'ai pris il y a quelques années. Et donc, voilà, je suis dans une forme de transe là où en fait, je me sens bien, j'ai besoin de rien d'autre que. Je suis dans l'instant présent, je crois que c'est. Ah oui, je suis dans l'instant présent, c'est ça l'instant présent. Je pense pas à ma pause, je pense pas à après, je pense pas à ce que j'aurais dû faire hier ou quoi. Je suis juste, j'ai oublié tout et mon esprit est libre. D'accord. Et là, je me dis, waouh, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Et le lendemain, donc, je vais au boulot. Donc, c'était dimanche. Donc, le lendemain, je vais au boulot. Je devais arriver à 9h30. Je pense que j'arrive à 10h. Et à 10h15, je regarde ma montre. Ça a été comme un flash, en fait. Je fais comme ça. Je prends l'ordi et je regarde ma montre pour dire à quelle heure c'est midi, quoi. Et là, je fais. Non, c'est pas possible. Ok, il y a un truc. Pourquoi tout à l'heure j'ai passé 5h30 sans boire, sans truc, sans. Et pourquoi là je suis déjà pressé d'arrêter? Il dit ça me correspond pas. Et il dit j'ai compris le sens de. Dans l'autre je partage. J'aime partager en fait. Tu vois, c'est-à-dire que si mon corps s'est mis dans cet état de transe là, c'est parce qu'il est bien. C'est-à-dire que c'est mon inconscient qui joue, tu vois. En gros, le conseil ce serait pour trouver son sens, d'après toi, ce serait dans quelles activités vous ne comptez pas vos heures? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, là, ça a été ça. En fait, c'est c'est exactement ça. C'est ok. Réfléchis dans ta vie le moment où tu fais quelque chose et tu te sens agréablement bien. D'accord. Une fois que tu as fait ça, sans te dire ah oui non mais ça je pourrais pas en faire un business. Non, on parle pas de ça. Ouais. Ok, pense ça. Après, essaye de comprendre pourquoi tu te sens bien et essaye d'aller sur soit des métiers qui sont liés à ces choses-là. Je te dis, on va prendre un exemple tout bête. Si tu adores faire rire et que tu te sens bien quand tu es le centre de l'attention et que tu fais rire, peut-être essaye-toi d'aller sur scène. Autorise-toi. Peut-être que tu auras une super carrière en fait sur scène d'humoriste. Peut-être que si tu aimes bien donner des conseils à tes amis, partager, regarde les métiers de la formation. C'est génial. Tu vois, en fait, ce qu'il faut, c'est regarder où tu te sens bien. Et après seulement, quand tu vois, tu te sens bien, tu dis ok, je me sens bien, pourquoi? Pour ça. Ok, très bien, ça y est. Maintenant que j'ai ça, je vais regarder quel métier correspond à ça ou ce que je peux faire autour de ça. Voilà. L'industrie, l'activité. Ouais, voilà. Ou alors, qu'est-ce que je peux créer comme projet autour de mes valeurs, autour de ce que j'aime. Et là, ça change. Du coup, effectivement, moi je t'ai rencontré là. Enfin, je t'avais même rencontré avant un cours de One Man Show, mais là, j'ai assisté à un cours en tant que participant. Ouais. Et j'avoue que j'ai été impressionné par ta capacité à transformer l'énergie de la salle et à faire que les gens fassent des trucs de ouf. J'adore. Non, mais moi. Même moi, je me suis impressionné, je me suis dit, j'ai fait un truc de ouf, et je voyais des gens bien plus timides que moi qui faisaient des trucs de ouf, et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ça, et là, fait péter les barrières. T'étais où là à ce moment-là?
Là, j'en étais à. Parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on arrive il n'y a pas si longtemps de ça. C'est qu'à ce moment-là, en fait, si tu veux, à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai une approche différente de l'impro, de ce que je vis. Là, je suis totalement dans le différent. Il faut que je crée un concept différent. Donc, à ce moment-là, je dis, voilà, je lance une école qui a maintenant 1 an. Ça fait quand même 1 an et demi. Hein. Et je me dis, voilà, regarde ce que tu es capable de faire. Je ne m'attribue pas le mérite, hein, mais je dis, ben voilà ce qui se passe. Et quand je vais dans d'autres cours d'impro, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un truc à travailler là. Donc, je le prends et je vais le transformer. Et en fait, ce qui a changé, je le dis souvent, c'est qu'en fait, moi, en tant que professeur, j'ai donné à mes élèves ce que je n'ai pas reçu. C'est-à-dire que moi, j'attendais une certaine bienveillance, j'attendais d'être dans le non-jugement pour pouvoir me lâcher, et j'avais envie d'aller en cours d'impro et ressortir mieux qu'à l'entrée. Et en fait, moi, quand j'allais en cours d'impro, j'avais une boule dans le ventre, et quand je ressortais, j'étais déçu de moi. Donc, j'ai mis un cadre pour que ça n'arrive jamais, et que quand tu arrives, tout va bien. Les premières 10 minutes, tout le monde est vraiment, voilà, je répète qu'on est dans la bienveillance, le non-jugement, ça se voit, tout le monde cède parce qu'on est, on va dire, dans le même bateau, dans la même galère pendant quelques heures. Par contre, on y va pas à pas, on a le droit de faire des erreurs. Donc, si tu veux, quand tu enlèves tout enjeu, tu n'as plus de pression, donc tu y vas. Et ensuite, quand tu es libéré, on commence à se remettre des enjeux comme jouer sur scène, comme faire des impros spécifiques et tout. Mais pour l'instant, au début, c'est juste pour se libérer, pour voir ce que vous êtes capable de faire. Et c'est ça que tu dis. C'est que, tu vois, moi je dis toujours, et je dis toujours que je dis toujours, c'est drôle, je me décharge de toute responsabilité en cas de changement, en cas de changement de votre part. Je le dis toujours parce que moi je vous donne des outils que j'ai vécu, mais après c'est vous qui faites l'exercice, c'est vous qui avancez, et c'est vous que vous devez remercier, quoi. C'est ça que j'ai trouvé vraiment énorme, c'est qu'au final, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est que tu fais un truc de fou, après tu prends du recul, tu dis, c'est pas lui qui l'a fait le truc de fou, c'est toi qui l'as fait. Oui. Et là tu te dis, mais c'est moi, c'est pas moi. Et c'est ça que j'ai trouvé énorme, c'est vraiment là, j'invite tout le monde à au moins tester au moins une fois ton cours, puisque c'est vraiment une expérience. Et en tout cas, moi je l'ai fait, donc je peux le dire, moi je l'ai fait, donc j'ai testé. Et c'était en plus un cours impro coaching, donc en école, c'est-à-dire de développement personnel. Moi c'est ça qui m'avait vraiment attisé ma curiosité, parce que j'étais déjà dedans dans le développement personnel. Et toi, en plus tu t'es formé. Quand tu as pris la décision de te former au développement personnel? En fait, si tu veux, j'avais le développement personnel vachement avec la spiritualité déjà. Et ensuite, il y a maintenant, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans aussi, par rapport à ces mêmes périodes-là, en fait, j'étais en même temps, je faisais un cursus donc chez David Lefrançois, à l'Institut des neurosciences appliquées. Je le cite parce que c'est un ami, parce que j'adore ce gars-là, et que si vous voulez être coach, allez le voir, parce que c'est top ce qu'il fait. Et donc, je me suis formé au statut de coach formateur en neurosciences appliquées. Je pense que ça s'appelle comme ça, le diplôme. Mais ce qui compte, c'est l'humain de cette expérience, et c'est les outils que tu as derrière. Et voilà. Et après, moi, ce que je faisais, c'est que tout ce que j'apprenais, je le faisais apprendre tout de suite. Après. Donc, ça m'a permis vraiment d'apprendre très vite, en fait, toutes les méthodes. Et après, je disais, OK, ça c'est quoi? Alors, ça, c'est une méthode pour travailler sur la confiance en soi. Ok, comment je peux l'intégrer dans un exercice d'impro? Clac, ok, on va faire ça. Ok, tac. Et t'as perçu ça tout de suite que tu voulais mixer les deux quand tu as commencé cette école de coaching? Ouais, c'était évident parce qu'en fait, je me disais, tu vois, quand j'ai vu David Lefrançois, comment il était avec nous, j'ai dit, mais moi, je suis comme ça avec mes élèves. Et j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, waouh, je kiffe en fait. Bah oui, là, j'ai dit, mais je kiffe en fait. Et c'est pour ça peut-être qu'il kiffe. Parce que je suis bienveillant, parce que je prends le temps, parce que je suis à l'écoute de tout le monde. Ok. Super, là ça marche comme ça, d'accord. Ok, maintenant qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour aller plus loin? En fait, j'avais analysé, je me disais, ok, l'improvisation, comment ça se fait qu'il y a des gens avec qui j'improvise, ça fait 5-6 ans, qui font de l'impro, on va dire qu'ils sont bons sur scène, mais dans leur vie, ils continuent à avoir tout le temps des peurs, à pas avancer. Je me dis, mais c'est ouf, moi l'impro, ça m'a libéré de plein de choses. Ok, comment ça se fait? Bon, moi j'avais la chance d'avoir d'autres enseignements, mais finalement j'ai dit, ok, je vais tout mettre dans un cours où la personne, quand elle vient, non seulement elle est capable d'aller sur scène, mais en vrai, elle s'en sert dans la vie de tous les jours. Elle est capable de monter un projet, parce qu'en vrai, monter sur une impro et monter sur un projet, c'est pareil. Le principe, il te faut une quête, ce qu'on appelle une quête, il faut bien définir tes caractéristiques, il faut avoir de l'audace, il faut accepter de faire l'erreur, etc. Donc, une fois que tu le fais en exercice, ça devient une habitude pour toi de faire ça. Si tu le conscientises et que tu dis, je vais appliquer ce que j'applique à l'impro dans ma vie, dans mon couple,
dans la société. Mais ça marche. En tout cas, moi, ça marche très bien pour moi et mes élèves, ça marche très bien. Je suis super fier quand hier, tout le monde s'est levé pour les applaudir, quand les gens sont venus les voir. Mais ça fait qu'1 an que vous faites ça, mais c'est génial. Je suis super fier quand j'ai un élève qui me dit, on m'envoie des messages, mes élèves sont vraiment, il y a beaucoup d'amour entre nous. Quand ils me disent, ouais, il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie. Quand j'ai un élève qui me dit, ouais, j'ai au bilan annuel de ma boîte, qui est une très très grosse boîte, qui est une grande multinationale qui fait des boissons gazeuses, je n'en dirai pas plus, mais ça coule de source. Ah non, ça c'est une autre. C'est lié, tu vois. Et qui lève la main devant 300 personnes au bilan annuel, qui lève la main et qui dit, ouais, vous nous avez jamais entendu dans notre service, mais nous, ça fait 1 an qu'on vous demande ça, et qui dit ça devant tous les dirigeants. Et qui me dit, depuis ça, on a un nouvel effectif, ils nous ont rajouté ça, ils nous ont fait ça parce que j'ai osé. Et ça, je l'aurais jamais fait si j'avais pas fait tes cours. Donc voilà, c'est ça mon... Mais encore une fois, c'est lui qui s'est levé. J'étais pas là ce jour-là. T'es là pour... Moi, je suis là pour donner les outils et pour être bienveillant avec vous et pour vous faire évoluer. T'envoies ton invitation. Voilà. Voilà. Après, voilà, c'est comme mes élèves, c'est comme des plantes et je prends soin de... Voilà, je les arrose, mais c'est eux qui poussent d'eux-mêmes, quoi, tu vois. Moi, j'arrose. C'est top. Et ton école, donc c'est Impro Coaching. Impro Coaching tout attaché, donc Impro comme Les Impro inscriptions, Coaching. c'est par exemple si je veux m'inscrire. Alors, si tu veux t'inscrire l'année prochaine, c'est à partir de septembre. Mais là, je vais faire plein de cours d'essai. Donc, il y a soit des cours sous forme de stage, comme tu as pu le faire, soit là, je suis en train de mettre en place des petits cours ouverts où les gens peuvent venir juste voir. Et s'ils ont envie de participer, ils participent. Mais après, voilà, donc il y a les cours ouverts, il y a les cours où tu peux venir, où là, tu es totalement élève. Et il y a la session de spectacle qu'on va faire, où là, tu peux voir ce que ça donne, discuter après avec les élèves. Le but, c'est que les personnes qui rentrent, alors, oui, il y aura des stages ponctuels, parce qu'on en demande beaucoup, mais d'abord, moi, ce que je veux, c'est sur la durée, parce que le changement, c'est dans la durée. Il faut être régulier, et c'est pour ça que moi, les cours, c'est 1 fois par semaine pendant 3 heures. Il y a des créneaux la semaine et des créneaux le week-end. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est qu'on travaille sur le long terme, parce que je veux qu'on apprenne à se connaître via l'énéagramme. Je veux qu'on apprenne à se lâcher via l'impro, mais aussi via l'hypnose. Là, je finis ma formation d'hypnose à 100% pour pouvoir vraiment amener les élèves encore plus loin. Qu'on travaille avec tous les outils de coaching sur les valeurs, avec les outils de PNL, sur tout. En fait, tout l'apprentissage de coaching que j'ai, je le mets au service des élèves quand ils rentrent. Donc, ils ont l'impro, mais ils ont aussi énormément de développement perso. Et ça permet de très rapidement être capable de monter sur scène, d'avoir de l'audace, de se lâcher, de ne plus avoir peur du regard des autres, de ne plus avoir peur du jugement des autres, de se libérer, d'accepter ses idées, d'être capable de prendre la parole, d'improviser, de rebondir sur la situation, d'être à l'écoute, parce qu'on travaille vraiment ça. Et comme je dis toujours, ma vocation, c'est pas de les faire devenir des improvisateurs sur scène, mais des improvisateurs dans la vie. Et en fait, quand tu es improvisateur dans la vie, tu es bon sur scène parce que tu n'as plus les peurs. Et c'est ce qui s'est fait et ça marche bien. Je suis heureux comme tout. Bah ouais, non, c'est cool. Et tu continues en parallèle, tu fais toi-même des scènes? Ouais, je fais moi-même des scènes. Et là, en fait, du coup, tu étais venu me voir vendredi. Du coup, énorme. Énorme. Okay, ça, je voudrais que je le précise parce que je voudrais que les gens viennent te voir beaucoup. Parce que je me suis pris une claque. Ouais, c'est cool. Je suis dans... Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Je suis dans une troupe, donc je sais jamais quand je vais jouer, mais je le sais une semaine à l'avance. Je suis dans une troupe qui s'appelle Les Enfants Gâtés, une troupe d'impro, des gens géniaux, donc je joue avec eux. Et sinon, là, en fait, j'ai tellement été impressionné de ce qu'ont fait les élèves hier que du coup, on lance une session de spectacle et je serai dans tous les spectacles. Bon, là, je présentais, j'animais. Mais du coup, moi aussi, je vais improviser avec eux. Donc, vous pourrez venir me voir avec mes élèves. En plus, c'est encore mieux parce qu'on se connaît, on se comprend. Donc, c'est top. Et si les personnes qui regardent veulent des infos, sur www.improcoaching.com, tu peux t'inscrire. Donc, j'ai mis tout de suite, tu peux, en cliquant, oui, je veux devenir un ninja. Parce que c'est des ninjas d'improvisation. Donc, oui, je veux devenir un ninja. En fait, tu rentres ton mail, tu auras toutes les actus. Et j'ai un e-book qui est quasi fini là, que tout le monde recevra gratuitement, qui s'appelle l'improvisation au service du développement personnel, où je donne une méthode qui s'appelle la méthode Harmonie, qui permet en fait d'avancer dans sa vie, tout simplement. Juste en lisant, déjà tu prends plein de prises de conscience et c'est cool de pouvoir partager ça. Et t'as une chaîne YouTube. Et il y a une chaîne YouTube. Ouais, il y a plein de choses, mais bon, ça c'est quand même un des gros projets qui est sorti
Ah, c'est récent. Ouais, qui est sorti en janvier. Donc, chaîne YouTube, David son sac. Alors, c'est à la fois un jeu de mots pour montrer le côté humour et vider son sac, c'est dire ce qu'on a sur le cœur. Donc, voilà, je dis ce que j'ai sur le cœur dans les vidéos. Je le fais avec humour et je parle beaucoup de développement personnel. Il y a des vidéos comme comment détecter les menteurs où je donne des petites techniques pour détecter. C'est marrant parce que là, ça fait vidéo un peu à la normale. Ouais, à la normale, mais avec des vrais messages. Avec des vrais messages, voilà. Des messages et un vrai coach. Voilà, un vrai coach. Qui s'est séparé, c'est cool. Séparé de son domaine, clairement. Et super bien fait, quoi. Ouais, du coup, ça c'est grâce à l'impro. Je vais jusqu'au bout, ça veut dire que face à un problème, premier problème que tu as, c'est comment je fais une chaîne YouTube. Chaîne YouTube, tu y arrives. Comment je fais du montage? Voilà, ok. Tu vois, l'improvisateur que je suis, il se dit, ok, ça c'est un thème que le public m'a donné, quoi. Faire du montage. Ok, c'est quoi? Ok, par quoi je vais passer pour réussir rapidement à faire du montage? Ah oui, c'est parce que c'est-à-dire qu'il faut comprendre que t'as beau dire ce que tu veux, si tu le pratiques pas, t'as beau dire à tout le monde, oui, ton problème, tu dois le voir comme une opportunité. Ok, on le sait tous. On le sait tous. Depuis qu'on est petit, on le sait ça. Mais pourquoi on l'applique pas? Parce qu'il faut créer un pattern dans le cerveau. Il faut que ça devienne une habitude de penser comme ça. Si tu penses comme ça, tu agis comme ça. Et pour penser comme ça, il faut le vivre. Et en impro, on le vit à chaque exercice, on le vit tout le temps parce qu'on est tout le temps face à une thématique du public, à une problématique, à une contrainte que nous donne le public. Et on apprend à la détourner, on apprend à être créatif par rapport à ça. Donc moi, dès que j'ai une problématique, je fais appel à ma créativité que je développe à travers l'impro. Et donc très rapidement, j'ai fait du montage, j'ai fait de la bonne qualité très rapidement parce que premièrement, j'ai pas pensé sur le c'est chiant le montage, mais j'ai pensé comment je vais mettre du fun pour apprendre le montage et comment je vais rendre ça créatif. Et puis l'impro c'est de la performance, donc c'est the show must go on, tu dois être dedans à fond. Tu vois, quand tu es en impro, tu es à fond. Donc je me suis mis à fond dans le montage, quoi. Et du coup, en 2-3 nuits, je montais très bien parce que je me suis mis à fond. C'est génial, tu transposes ton état. Vraiment, là, c'est ton état, limite trans. Tu parlais sur la scène, tu transposes. Bah oui, et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'enseigne. C'est que très vite, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais il faut la bonne approche de l'impro. Et c'est pour ça que je donne ça. Et c'est pour ça que, le but, c'est que les personnes, à la fin, je m'en fous qu'elles ratent le spectacle. Je leur dis, je m'en fous quand même. Enfin, moi, j'ai pris des beats, je m'en fous qu'on se fasse huer, même si vous le voulez. Et ça sera jamais le cas parce que les gens sont bienveillants. Mais pensez pas réussite du spectacle, pensez épanouissement, pensez progression. Et c'est génial. Et ça se passe bien, en fait. Donc voilà, top. Donc du coup, chaîne YouTube développement personnel en humour qui s'appelle David son sac. Je fais aussi des petits défis dans la rue. La première, c'était dans le métro. Tout le monde avait bien aimé parce que je suis allé dans le métro faire chanter les gens. Et puis j'essaye de vider mon sac en fait sur Internet, donc d'y mettre plein de. Je veux pas me fermer. Ouais. Si demain j'ai envie de faire une parodie, non, c'est fun. Mais, il y a du sérieux, il y a du sérieux toujours avec l'humour d'ailleurs. Oui. Et il y a de l'humour pur. Donc c'est sympa, c'est vraiment sympa ce que tu fais, t'es très suivi, je trouve. Ouais, de plus en plus. Déjà dans le dev perso, il y a beaucoup de gens qui aiment ton énergie, moi j'aime beaucoup ton énergie, clairement. Comment tu te vois toi pour les prochaines années? Alors, moi je veux faire exploser un pro coaching. Yes. Et comment je le vois un pro coaching, c'est que déjà mes élèves qui ont fait l'année avec moi, l'année prochaine ils seront co-profs avec moi. Alors co-prof, ça veut dire que je serai toujours le prof, mais ils pourront venir pendant le cours voir, donner peut-être leur expérience toute jeune et puis aider les différents groupes parce que quand on est 12 par exemple, 12 ou 13, plutôt que si je suis tout seul, quand je fais des exercices à deux, moi je tourne, un deuxième qui tourne avec moi et qui commence à apprendre pour que dès la 3e année puisse devenir prof. C'est un cursus. Ouais, là je suis en train de mettre en place ce cursus-là. Voilà, ce que je veux, c'est première année, tu apprends en développement personnel, impro à fond. Deuxième année, tu approfondis l'impro toujours avec la notion de développement personnel, il y en aura toujours. Et tu apprends à faire apprendre, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Voilà, c'est de faire apprendre. Voilà. Et 3e année, tu peux commencer à donner des cours. Et 4e année, tu peux être prof.
attitré pour les premières années. Tu vois, c'est un cycle. Et quatrième année, après, il y a les interventions aussi en entreprise parce que je développe, j'ai eu des contrats avec des entreprises que je développe. Là, en entreprise, ça marche bien. On est capable de faire des miracles sur des salariés pour les souder, pour leur faire avoir une vision commune, pour les impliquer tous, pour qu'ils passent un bon moment, juste pour les éclater, pour qu'ils s'épanouissent. Et voilà. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est que voilà, les personnes qui passent par mon école, finalement, elles se développent, elles en fassent quelque chose. Et ça, on me l'a jamais proposé. Je suis allé dans l'école après, on m'a jamais dit, tu peux donner des cours. C'est réservé à une soi-disant élite, et cette soi-disant élite, je sais pas qui c'est, mais pourquoi Je veux dire, n'importe qui peut apprendre avec son expérience. Et il suffit d'avoir juste, voilà, il y a des thématiques. Moi, je serai là pour la première année, donc je serai là pour voir si quelque chose ne va pas, je peux le recorriger. Mais c'est en apprenant que tu apprends vachement. Donc, je sais que je veux faire En fait, ce que j'aimerais, c'est montrer que il y a d'autres approches d'apprentissage et que via ce biais-là, on peut très vite progresser. Voilà. Et voilà. C'est le but. Ok, Donc, je me vois je vois vraiment une énorme école. Et je vois énormément d'abonnés aussi pour suivre un concept génial, voilà, pouvoir vivre de l'école et de la chaîne YouTube tout en kiffant, sans me prendre la tête et rester simple. D'ailleurs, si un jour je prends la grosse tête, je m'engage publiquement à ce que vous puissiez venir me mettre des baffes. Voilà. Venez me mettre des baffes, venez me rappeler cette vidéo, remettez-la à moi pour que je reste toujours simple et que je kiffe juste avec ce que j'ai sans demander trop. Et, voilà. C'est super. Super un projet que je kiffe, ou en tout cas, c'est pour ça que tu es là. Ouais. Et en tout cas, merci David d'avoir pris ton temps parce que je sais que tu es chargé. C'est un plaisir. Merci en tout cas. C'était tendu ce week-end. je suis réveillé. Bon, merci à tous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode du Success Show. Merci à David. Merci. À la prochaine. N'oubliez jamais, prochain épisode. La vie est un jeu où tout est possible, alors jouons. Je vous aime tous ici, même toi. C'est ma petite phrase, regarde. On finira sur ça. Je dis toujours ça, voilà. Ciao, merci aux potes. À bientôt.